TV, bonsoir, merci de suivre la TV comme c'est l'habitude de vous dire qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, nous avons bien sûr en direct via Skype le docteur Alfred Babo pour discuter de la société civile en Afrique. Avec le docteur Babo, nous allons plutôt définir le renforcement de la société civile dans l'arène politique. Le thème de cette émission de ce soir, c'est société civile, comment renforcer sa position dans l'arène politique. Mais sachez auparavant que le docteur Babo est sociologue. Il a obtenu son doctorat en sociologie du développement à l'université de Bouaké en Côte d'Ivoire. Il est professeur d'études internationales et d'anthropologie au département de sociologie et anthropologie à Fairfield University, aussi aux États-Unis. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Les jeunes, la terre et les changements sociaux en pays baoulé, édité en 2010 par la maison d'édition Cartala. Son récent ouvrage s'intitule L'étranger en Côte d'Ivoire, crise et controverse autour d'une catégorie sociale, qui est sorti en 2013, édité à la maison Harmattan. Il est membre du Political Science Association, de la Société suisse des études africaines, de l'American Anthropological Association, et depuis l'automne 2016, il coordonne un projet sur les réfugiés ivoiriens au Ghana, sur le pouvoir du consommateur dans le commerce équitable. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au niveau d'Ivoire TV, je suis Germain Kwasi, journaliste et présentateur au niveau d'Ivoire TV, et le thème de notre émission de ce soir, c'est société civile, comment renforcer sa position dans l'arène politique. Alors, docteur, dans un premier temps, est-ce qu'on pourrait, pour tous ceux qui vont se connecter tout à l'heure, qui vont nous suivre, est-ce qu'on pourrait définir la société civile? Je voudrais d'abord commencer par remercier Ivoire TV pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir participer à ce débat et contribuer à ma façon à animer un peu nos connaissances sur la société civile, qui est une portion importante dans toute société, pas nécessairement sur le domaine politique, mais dans toute société. Donc la société civile, il faut la définir de façon simple, en disant que c'est une portion de la société qui est celle qui s'engage dans un ensemble d'actions citoyennes. Donc il arrive que l'État assure son rôle régalien et que par moment l'État se retrouve dans des limites qui ne lui permettent pas de pouvoir atteindre ou bien de pouvoir assurer l'ensemble de ses fonctions. Et donc la société civile prend le relais dans un engagement citoyen où les populations essaient de se prendre en charge elles-mêmes sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas nécessairement politiques, mais d'abord se prendre en charge sur un certain nombre de sujets qui peuvent concerner, par exemple, des choses aussi simples que la propriété dans les quartiers. Donc, c'est une forme d'engagement communautaire où on se met ensemble et puis on décide de prendre un problème en charge que l'État n'arrive pas forcément à assurer. Alors, définie de cette façon, la société civile, dans ses premières formes, c'est plus ou moins présenté comme une sorte d'organisation qui s'est dressée face à l'État. Donc, en général, les gens, beaucoup de recherches ont toujours présenté la société civile comme un contre-pouvoir, ce qui n'est pas forcément, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, la société civile peut par moment se retrouver aux côtés de l'État ou en parallèle avec l'État pour pouvoir assurer un certain nombre de services que l'État n'arrive pas à assurer dans un engagement citoyen. Donc, c'est d'abord un engagement citoyen. Voilà ce que je peux dire. Évidemment, on pourra développer plus tard à quel moment. Bien sûr, on va développer un peu plus tard. Donc, à vous entendre, docteur, ça veut dire que le commun du mortel aujourd'hui fait une mauvaise connotation de la société civile parce que on a toujours pensé que quand on parle de la société civile, il y a ce lien-là avec l'aspect politique. Mais à vous entendre, la société civile aujourd'hui couvre tous les aspects
tous les domaines de l'existence de tous les jours. Oui, ce que je peux dire, et vous faites bien de le souligner, que ça peut être une mauvaise lecture parce que en Afrique, les gens ont beaucoup plus vu la société civile se mobiliser sur des questions d'ordre politique, ce qui n'est pas de son premier ressort. Donc, le premier ressort de la société civile, c'est quelque chose qui relève de ce qu'on appelle de la société, donc du sociétal, c'est l'élément sociétal. Donc, des sujets qui sont, par exemple, liés à la cohésion sociale. Okay? Donc, s'il y a des conflits, par exemple, dans une société, la société civile peut se prendre en charge, essayer de trouver des solutions internes. Donc, dans la société civile, vous avez un certain nombre d'institutions qui ne relèvent pas forcément de l'État, qui ne relèvent pas forcément du politique. Donc, la société civile, a priori, n'est pas politique. C'est pour ça qu'en général, la société civile, les organisations de la société civile, vous allez voir qu'elles se déclarent, elles disent toujours « nous sommes apolitiques ». Donc, elles n'ont pas vocation première à faire de la politique. Maintenant, il se trouve que dans le contexte africain et particulièrement en Côte d'Ivoire, la société se retrouve sur le terrain politique simplement parce qu'il y a un déficit. Il y a un déficit ou il y a un manque qui se présente et qui fait que la société civile est obligée d'empiéter et de se retrouver sur le terrain politique. Notamment, la société civile se retrouve sur le terrain politique lorsque les animateurs traditionnels, donc les politiciens traditionnels, n'arrivent pas à faire face. C'est en ce moment-là que parfois, dans certaines circonstances, la société civile se retrouve au premier plan et s'engage dans des actions d'ordre politique. Bon, il y a plusieurs exemples, comme au Sénégal, comme au Burkina Faso, ou bien même en Côte d'Ivoire. Okay? Donc, où on a retrouvé la société civile au devant parce que les acteurs politiques ont, à un certain moment, reculé ou bien n'ont pas pu jouer leur rôle. Donc, la société civile s'est retrouvée en train de jouer ce rôle politique. Mais la première vocation de la société civile, ce n'est pas politique. C'est gérer les sujets d'ordre social. Voilà, c'est comme j'ai dit, nettoyer les quartiers, par exemple, assurer la sécurité lorsqu'on se sent menacé. On essaie de faire une sorte de garde, okay, d'autodéfense, ce genre de choses, et de surveillance. Et puis, on délivre de services que l'État n'arrive pas à délivrer. Donc, voilà un peu comment les gens s'organisent pour créer ce qu'on appelle la société civile. Donc, c'est une société qui est pratiquement quasi inexistante. En Côte d'Ivoire, vous voulez dire? En Afrique, et surtout le cas de la Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas dire qu'elle est inexistante. En fait, par exemple, pour donner le cas de la Côte d'Ivoire, la société civile a toujours existé sous la forme de syndicats, par exemple. Donc, les syndicats sont a priori membres de ce qu'on appelle la société civile. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des structures qui regroupent des gens qui décident de se prendre en charge et de pouvoir défendre leurs intérêts. Donc, les syndicats, par exemple, les unions de syndicats, comme pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'UGTCI a été un grand syndicat, mais l'UGTCI a été un syndicat de participation dans un régime de parti unique. Du coup, on n'a pas senti comme un contre-pouvoir. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens ont tout de suite vu la société civile comme un élément de contre-pouvoir lorsque on s'est retrouvé sur le champ politique. Et la société civile, parce que dans le passé, elle a collaboré avec le gouvernement, elle s'est complètement effacée. Donc, on ne l'a pas perçue dans une position de défense ardue des intérêts des populations. On a plutôt eu une société civile collaboratrice. Donc, voilà pourquoi, à un certain moment, on a pensé que la société civile n'existe pas. Mais si on retourne à la définition, je vais dire, pure de la société civile, son existence est liée à des institutions comme les chefferies, par exemple, les chefferies traditionnelles, qui sont, c'est vrai, des démembrements de l'État, parce que le chef du village est un représentant local de l'État.
Mais lorsque ces chefs de village après se regroupent en association ou bien en institution, on peut les considérer comme membres de la société civile. Un autre élément de l'existence de la société civile, c'est évidemment l'existence des organisations religieuses. Et ça, tout le monde le sait, lorsqu'on parle de représentants de la société civile en général, les gens demandent à ce que les représentants des religieux soient présents dans telle institution, comme représentants de la société civile. Donc, on ne peut pas dire que la société civile n'existe pas. Mais là où la critique est faite, c'est parce qu'à un moment donné, quand on attend de la société civile de se mettre du côté de la population et de se mettre du côté de ceux que la société civile est supposée défendre, par exemple les associations de consommateurs, par exemple, lorsque ces associations deviennent muettes face aux difficultés des populations, c'est en ce moment-là que beaucoup de gens disent, mais on n'a pas de société civile. Ou bien lorsqu'au plan politique, on voit que la division s'installe, ou bien on voit que le conflit est en train de venir, mais on ne voit pas les acteurs comme les chefs de village, ou bien les chefs traditionnels ou les chefs religieux entamer des négociations anticipatrices. C'est à ce moment-là que les gens portent la critique pour dire mais on n'a pas de société civile. On n'a pas un engagement fort de cette société civile pour anticiper et peut-être même freiner l'éclosion ou l'éclatement d'un conflit. Voilà. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on pourrait parler peut-être de la confiscation de la liberté d'expression de la société civile, contrairement à cette liberté d'expression de cette même société en Occident? Dans un autre sens, quelle est la différence faites-vous entre la société civile en Occident et notre société civile en Afrique? Je dirais plus particulièrement aussi le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a cette liberté d'expression, liberté de pouvoir, de vouloir dire quelque chose, liberté de circulation? Est-ce que notre société civile ne subit pas une certaine oppression du pouvoir, des différents pouvoirs? Ok, on pourrait effectivement faire cette lecture de la situation de la société civile, qu'il faut faire sous deux angles. Alors la société civile, soit la première approche, c'est que elle essaie de conquérir son espace d'expression par elle-même. Ok, il y a cette façon de faire, mais comme je l'ai dit, quand on retourne dans l'histoire, la société civile, notamment ceux qui étaient supposés affronter l'État ou le gouvernement, se sont retrouvés parfois aux côtés de cet État. Donc, ce qui a fait qu'à un moment donné, on a considéré la société civile comme étant noyautée par les éléments du pouvoir. Alors, donc ça, c'est la première approche. Donc, on a une société civile qui peut être amorphe juste parce qu'elle a décidé ou bien parce qu'elle a opté pour la collaboration ou pour des formes d'assujettissement au gouvernement. Alors, donc ça, on a cette approche. La seconde approche, c'est une société civile qui n'est pas forte juste parce que elle est parfois corrompue. Donc, vous avez une société civile qui est donc corrompue et qui se retrouve être corrompue par les gouvernants qu'elle est supposée affronter ou confronter. Donc, dans ces cas de figure, effectivement, elle décide de ne pas profiter ou de ne pas faire droit à sa liberté d'expression. Donc, vous avez cette forme de société civile qui finalement décide de se laisser corrompre et de ne pas véritablement donner de la voix. Et la dernière forme qui n'existe pas, ou bien qui n'est pas celle que nous avons l'habitude de voir, c'est cette société civile qui essaie de conquérir des espaces de liberté. Et donc, cette branche-là, c'est celle-là qui ne collabore pas avec le gouvernement ou qui ne se laisse pas corrompre. Et elle, pour elle, on peut dire peut-être qu'elle se retrouve face à la violation de ses libertés. Donc, vous avez des espaces où ils ne peuvent pas, où les membres de cette société civile ne peuvent pas s'exprimer. Alors, par exemple, pour faire des conférences de presse, on va leur interdire des espaces. Je pense que récemment, en Côte d'Ivoire, il y a l'alternative citoyenne qui a voulu tenir
une conférence de presse dans une librairie, donc dans un environnement privé, et ça a été interdit. Alors, donc vous avez plusieurs formes de violation de leur liberté d'expression. Alors, face à ces pressions, cette société civile peut trouver des moyens de pouvoir contourner le système ou bien de pouvoir diversifier ses formes d'expression, notamment l'utilisation aujourd'hui des médias sociaux qui sont des relais très forts pour cette société civile pour mobiliser les gens, ce qu'il n'y avait pas par le passé. Donc, pour faire rapidement la comparaison avec la société civile dans les pays développés, c'est que l'État ou l'État de droit est ce qui garantit justement les libertés d'expression. Et donc, c'est dans ce cadre que la société civile devient plus forte. Donc, par exemple, en Europe ou en Amérique, on n'empêchera pas quelqu'un de tenir une conférence de presse. On ne viendra pas arrêter le chef des indignés parce qu'ils ont fait un sitting devant une ambassade ou bien dans une rue et tout ça. Donc, la différence fondamentale, c'est que l'État garantit les libertés dans les pays développés, dans les pays occidentaux, là où dans beaucoup de pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, les libertés d'expression ne sont pas garanties. Donc, dans ce cas de figure, ce sont les associations et les organisations de la société civile qui doivent trouver les moyens de pouvoir trouver les formes d'expression plus fortes. Alors, docteur, est-ce que dans ce cas d'espèce, il n'y a pas un problème d'éducation de nos sociétés civiles, parce que tout à l'heure, vous venez de faire la différence entre la société civile, bien sûr, en Occident et en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, je voudrais vous prendre le mot, est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise lecture du moyen d'action de ces sociétés civiles en Afrique? Est-ce que l'entendement, la définition de ces sociétés civiles est vraiment bien perçue dans notre sein en Afrique? Je peux dire que c'est tellement là où se trouve la difficulté. Parce que beaucoup de gens s'engagent dans ce qu'on appelle la société civile ou bien dans des actions citoyennes sans savoir que cela demande de leur propre engagement. Parce que vous avez des associations ou des organisations qui sont dites membres de la société civile. Donc, vous avez des organisations dites organisations non gouvernementales qui, par la suite, vont faire des demandes d'aide ou bien de fonds au gouvernement. Donc, vous voulez vous émanciper d'une institution et en même temps, vous demandez que cette institution, par exemple, vous finance. Or, qui vous finance a la possibilité de pouvoir agir sur votre philosophie et sur votre approche, sur vos méthodes. Donc, nous avons certainement un problème de moyens parce que lorsque ces organisations de la société civile se retrouvent confrontées à la mobilisation des moyens, en ce moment, ils deviennent faibles et ils peuvent finir par se retrouver noyautés par le gouvernement qui va leur donner, par exemple, ces moyens-là et en ce moment, les assujettir. Et donc, la plus grosse, je vais dire, le plus gros effort à faire, c'est de comprendre que l'engagement citoyen, il est fondé sur l'engagement de soi. C'est-à-dire, je vais donner de mon énergie, je vais donner de mon temps, mais je vais aussi par moment me retrouver certainement à donner de mon argent pour pouvoir avoir mon indépendance. Parce que la liberté d'expression de ces organisations réside dans cette capacité de ces organisations de la société civile à fonder leur autonomie. Donc, si vous n'êtes pas autonome dans l'organisation ou dans votre fonctionnement, évidemment, il est difficile pour vous, après, de ne pas pouvoir être libre par rapport à ceux qui vous donnent des fonds ou bien qui d'une manière ou d'une autre, vous soutiennent. Donc, là où les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent qu'on s'engage dans des actions de ce type et qu'à un moment donné, lorsqu'il va falloir donner de son temps, par exemple, on va dire, prenons notre temps et puis tous les dimanches, nettoyons le quartier. Lorsqu'il arrive ce moment-là, si chacun dit non, moi j'ai telle préoccupation, en ce moment, l'action ne peut plus prendre. Vous comprenez? C'est la même chose pour la mobilisation, par exemple, pour une marche. C'est une organisation d'association de consommateurs. S'ils veulent faire, par exemple, une marche,
à un moment donné, il y a ce sacrifice à faire pour pouvoir faire cette marche. S'il veut faire un boycott des produits, par exemple les produits pétroliers, parce que le prix a trop augmenté, mais les membres de la société civile doivent comprendre qu'il y a ce sacrifice à faire. Si on doit se priver du carburant pendant une semaine, il faudra pouvoir faire ce sacrifice. Alors, tant qu'on n'a pas compris ce niveau d'engagement citoyen et qu'on pense qu'au moment de l'action, les moyens de ces actions vont venir de quelqu'un d'autre, d'une autre organisation internationale, ou bien du gouvernement, ou bien d'un appendice du pouvoir, en ce moment, effectivement, les gens se trompent. Parce que l'engagement citoyen de la société civile demande une mobilisation et un engagement total de l'individu et des individus qui se sont mis en groupe. Et c'est le fondement de leur autonomie d'action. Alors, faut-il alors se résigner au fait que la plupart de nos organisations de la société civile ne sont ni plus ni moins des satellites des partis politiques ou des émanations du clientélisme anthropolitique qui caractérise bien sûr la gestion de la vie publique en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dénier ce fait-là, c'est-à-dire autour des années 90, avec le printemps de la démocratie en Afrique. Donc, on a vu un foisonnement d'organisations de la société civile. Tout le monde s'est érigé. Chacun a créé sa petite association de consommateurs, sa petite association de développement, ou bien des unions se sont créées, des unions de syndicats, ou des syndicats se sont créés, se sont démultipliés. Et puis, au fil du temps, on a constaté que pas mal de ces unions de syndicats ou de ces associations ont fini par être des appendices, okay, de partis politiques ou bien de personnalités politiques et tout ça. Donc, sous cet angle d'analyse, effectivement, on peut comprendre qu'on peut tirer cette conclusion que pas mal d'organisations de la société civile ne sont pas totalement autonomes. C'est pour ça que je dis que c'est là la clé du combat des organisations de la société civile en Afrique. Leur capacité d'autonomie, qu'elle soit financière, qu'elle soit organisationnelle, qu'elle soit administrative, c'est ça la clé. Une fois que ces associations ou ces membres de la société civile sont autonomes, ils sont capables de pouvoir agir et de pouvoir faire face. Je vous donne un dernier exemple, c'est par exemple, lorsque les membres de la société civile sont appelés à gouverner. Donc, ça aussi, parfois, ça fait débat entre ceux qui pensent que la place de la société civile n'est pas dans la gouvernance, mais de rester toujours l'éveilleur des consciences. Donc, de rester la sentinelle. Alors qu'une fois que vous partez prendre part à la gestion, en ce moment, vous devenez un élément de la critique, un objet de la critique aussi. Et lorsque le gouvernement ou bien le pouvoir en place veut vous mettre à défaut, il vous sollicite. Et puis, ils vous disent, OK, quand vous pensez avoir les meilleures solutions, je vous demande de venir occuper tel poste ministériel. Et là, vous vous fourvoyez. Et une fois que vous vous fourvoyez, c'est toute la crédibilité de la société civile qui se retrouve touchée. Donc, je pense qu'en Côte d'Ivoire particulièrement, par exemple, il y a eu quelque chose qui était très intéressant à voir. C'est la nomination de quelqu'un comme le professeur Martin Bléou. Okay? C'était vraiment intéressant en termes de quand on se retrouve à la tête de l'IDO et qu'on discute ou bien qu'on critique les positions du gouvernement par rapport à la liberté d'expression ou aux violations qui sont faites des libertés. Et puis, on se retrouve ministre de la Sécurité. Vous comprenez? Donc, pour le ministre, en ce moment-là, entre l'application de la loi et les libertés d'expression, les libertés qu'il défendait en tant que président de la LIDO, il y a une balance à faire. Et parfois, c'est là que la critique devient intéressante. Et en ce moment-là, lorsque le leader de la société civile qui se retrouve en train de gouverner n'arrive pas à faire un bon
management, en ce moment-là, c'est toute sa crédibilité qui atteint. Donc voilà, aussi un autre aspect de comment la société civile parfois se retrouve piégée. Dans ce cas, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, le docteur parlait de l'existence d'une société civile, c'est avant tout planté dans le décor d'une démocratie animée. Alors, est-ce que cela est la chose démocratique? Est-ce que la chose démocratique est une réalité sur notre vie? C'est d'abord ça, et ensuite le contexte d'évolution de notre démocratie est-il propice dans la liberté d'opinion et donc à l'indépendance des positions de la société civile? Alors, je pense que pour parler je vais dire de l'expression de la société civile dans un contexte démocratique, il faut d'abord dire, est-ce que nous sommes dans des sociétés démocratiques? Est-ce que nous avons affaire à des régimes démocratiques en Afrique? Il faut parler particulièrement de la Côte d'Ivoire. Je pense que beaucoup d'analystes, et aujourd'hui les opposants aux régimes actuels qui étaient leurs anciens alliés, je parle notamment de Soro, qui était donc l'ancien président de l'Assemblée nationale, je parle du PDCI, qui était donc l'allié puissant du RDR. Si on se limite juste à l'analyse qui est faite par ces deux groupements aujourd'hui, on n'est pas à l'aise pour dire que nous sommes dans un régime démocratique en Côte d'Ivoire. Et on n'a qu'à voir comment les libertés sont violées aussi facilement. L'état de droit n'est pas totalement respecté. La façon dont un individu, un citoyen est arrêté, la façon dont la maison d'un citoyen est envahie par toute une cohorte, toute une armée, juste pour une audition, soi-disant. Alors, donc, vous avez un certain nombre de choses, et je vous ai donné en début d'interview l'exemple de l'alternative citoyenne qui a été interdit de tenir juste une conférence de presse. Donc, s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de démocratie, évidemment, il est difficile pour la société civile de s'exprimer. Mais en même temps, il appartient à la société civile de se battre pour conquérir ces pans de liberté. Parce que, en tout état de cause, nous sommes dans des régimes qui se succèdent et plus ou moins qui se ressemblent. Alors, il y a quelques années, c'était le président Bédié qui était au pouvoir et on avait les mêmes formes de difficultés d'expression de la société civile. Par exemple, les mouvements de soutien, les clubs de soutien étaient acceptés, étaient présentés à la télévision. Mais toute société, toute organisation de la société civile qui n'allait pas dans ce sens n'était jamais vraiment présentée ou bien même supportée sous le régime de la transition. Alors là, c'était même quasiment la disparition de la société civile, parce que c'était un régime militaire. Et ensuite, sous le régime de la refondation, la société civile s'est retrouvée face à la rébellion. La société civile, côté du régime, s'est retrouvée aux côtés du gouvernement sous la forme des jeunes patriotes et de toutes ces organisations satellites qui se sont créées en train de soutenir le gouvernement plutôt que d'agir dans le sens du bien-être, par exemple, du citoyen. Donc, aujourd'hui, vous avez aussi une forme de société civile qui est partisane, proche du régime en place, du RHDP, et qui pense que tout fonctionne, malgré les violations flagrantes des libertés qui se passent en Côte d'Ivoire. Et beaucoup de gens disent que ceux qui dénoncent aujourd'hui, donc les anciens alliés du régime, ceux qui dénoncent aujourd'hui ces libertés, mais ces libertés ne sont pas nées seulement il y a quelques mois. Okay? Donc, depuis 2011, des gens étaient en prison, des innocents étaient en prison, mais tant que le PDCI était au pouvoir, tant que Soro et son groupe étaient dans le gouvernement, ils ne dénonçaient pas ces irrégularités et ces violations. Donc, voilà un peu comment est-ce que la difficulté pour la société civile, c'est d'abord de conquérir ces espaces de liberté et cette démocratie avant de pouvoir s'exprimer. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas au bout de la liberté d'expression de la société civile, puisqu'elle sera toujours
dans l'emprise des différents pouvoirs qui vont se succéder. Oui, plus ou moins, comme je l'ai dit, pour l'instant, on est obligé de constater que la société civile est obligée de marcher à la marge de la gouvernance, des gouvernants, de l'État et de sa propre capacité d'action. Donc c'est à quel prix, docteur, c'est à quel prix cette société civile pourra se départir de cette marche dans le sens des activités du gouvernement? Alors, je pense qu'il y a une certaine dynamique qui se met en place, que j'ai constatée depuis quelques temps. On a quand même cette alternative citoyenne ivoirienne qui a été créée par une personne que je connais très bien, enfin présidée, je ne sais pas si ça a été créé par elle, mais qui est présidée par quelqu'un que je connais très bien, qui est quelqu'un de ma génération, quelqu'un de ma promotion à l'université de Bouaké, donc Madame Balé Kucheri. Je pense qu'il mène bien cette bataille. Et ce que je peux dire, c'est que, par exemple, dans son action, elle a commencé par parler de sujets qui n'étaient pas forcément des sujets politiques. Donc, des sujets tels que la réconciliation, ou bien comment éviter, par exemple, l'éclosion des conflits. Donc, la capacité d'anticiper sur les conflits avant qu'ils ne naissent, ce sont des mécanismes qu'on veut rechercher pour ne pas tomber, ou bien pour ne pas se retrouver toujours dans la position du pompier, okay, après l'incendie. Donc, cette société civile, et je crois que le fait que malgré les embûches qu'on lui fait, le fait que cette organisation mute d'une certaine manière, okay? Donc il y a sa capacité de muter, sa capacité de rallier l'âge et sa capacité de pouvoir s'associer à d'autres groupes, font qu'il y a une dynamique, fait qu'il y a une dynamique qui se met en place. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'aujourd'hui, cette alternative citoyenne, certainement avec d'autres exemples que je peux prendre, comme la PDH, qui est une organisation. Aujourd'hui, si nous parlons de la CEI et de sa réforme, c'est quand même une organisation. C'est parce qu'il y a une association qui s'est levée et qui a porté le débat. Qui a porté le débat non pas dans la rue, mais plutôt sur le terrain du droit. Donc ça a été une action forte. Donc voici un certain nombre d'éléments qu'on peut prendre et superposer pour voir que la société civile se retrouve peut-être aujourd'hui dans une autre dynamique. Aujourd'hui, ce qui manque à la société civile ivoirienne, contrairement à la société civile sénégalaise ou à la société civile burkinabé, c'est qu'elle n'a pas encore pris le leadership du changement social ou politique auquel les Ivoiriens s'attendent. Voilà la seule différence. Pour l'instant, elle est un peu encore à la remorque et elle semble attendre que les politiciens reprennent le devant ou bien que les politiciens reprennent le leadership. Alors qu'au Burkina Faso et au Sénégal, c'est la société civile qui s'est mise au devant et qui a drainé par la suite le politique, les hommes politiques, l'opposition et autres. C'est la même chose qui s'est passée au Soudan. Au Soudan, les opposants se sont joints au mouvement social qui s'est présenté. Donc, ils ont fait face eux-mêmes à la situation. La même chose en Algérie. Si les gens devaient attendre que les opposants apportent le changement, ces changements n'allaient jamais arriver. Donc, il faut que la société civile ivoirienne puisse à un certain moment vaincre ses propres peurs, trouver ses capacités d'autonomie et se mettre totalement au devant pour pouvoir drainer, pour pouvoir tirer, vous voyez, une opposition qui est divisée, une opposition qui est lourde, une opposition qui est encore dans pas mal de mésententes et tout ça. Donc, elle ne peut pas attendre cette opposition. Pour l'instant, je constate que, par exemple, les groupes parlementaires ont commencé à s'associer. Bon, donc voici, c'est une dynamique qui se met en place. Donc, je pense que c'est de bon augure. C'est de bon augure et il faudra que cette dynamique puisse persister
et on verra comment les choses vont se développer par la suite. Bon, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent maintenant que nous sommes en direct via Skype avec le docteur Alfred Babo. Le docteur Alfred Babo est sociologue. Il a obtenu son doctorat en sociologie à l'université de Bouaké. Le docteur Alfred Babo est enseignant dans plusieurs universités ici aux États-Unis et il est auteur également de plusieurs ouvrages. Et avec lui, nous parlons de la société civile et surtout comment renforcer cette structure dans sa position dans l'arène politique. Alors, docteur, c'est vrai que nous avons fait un peu le tour un peu de tout ça, mais comment est-ce que la société civile pourrait se départir du politique, comme le thème le dit, pour renforcer sa position dans l'arène politique? Surtout le cas de la Côte d'Ivoire, parce que tout à l'heure, vous avez cité un peu le cas du Burkina Faso, vous avez cité le cas du Sénégal. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, véritablement, cette société civile peut-elle se départir du carcan politique pour qu'elle soit la voix et la force des citoyens lambda, des citoyens de tous les jours, de sorte à pouvoir dire au gouvernement, ben, écoutez, nous sommes d'accord ici et nous ne sommes pas d'accord là? Oui, comme ce que je disais tout à l'heure, d'abord, si je veux revenir à la définition initiale de la société civile, encore une fois, la société civile n'a pas à vocation de pouvoir prendre position dans le politique. Ce n'est pas la vocation de la société civile. Par contre, la société civile peut prendre un certain nombre d'éléments en charge qui sont des objets peut-être de nature politique que le gouvernement n'arrive pas, à assurer. Je prends juste un exemple, un élément comme la réconciliation nationale. Des membres de la société civile peuvent décider de lancer leur propre campagne de réconciliation nationale sans engager, par exemple, les politiques. Évidemment, ils vont parler avec les politiciens, ils vont demander des audiences, ils vont vouloir demander que les politiciens se parlent. Donc, faire cette capacité de négociation, sans attendre que les politiques signent des décrets pour dire, bon, aujourd'hui, nous allons faire un forum de réconciliation nationale, des choses comme ça. Donc, la société civile peut s'engager dans des sujets qui peuvent être des sujets de nature politique, mais sous un angle purement social. Parce que l'idée, à la fin, c'est de pouvoir conserver la paix et la cohésion sociale. Donc aujourd'hui, même quand la société civile parle d'un sujet politique tel que la réforme de la commission électorale indépendante, ce n'est pas sous l'angle politique, c'est forcément sous l'angle de la préservation de la paix sociale. Mais, évidemment, le gouvernement va les percevoir comme étant des opposants. Parce qu'ils sont en train de. Parce que ces organisations de la société civile sont en train de toucher à un sujet hautement politique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, voilà un peu la différence. Donc, tout va dépendre de la manière, des méthodes et des moyens que cette société civile va mettre en application pour pouvoir s'ingérer ou bien pour pouvoir s'inviter dans un débat qui est hautement politique, mais en portant la voix et les espoirs de la population sur les inquiétudes de la population, c'est-à-dire préserver la paix sociale. Donc, lorsque les organisations de la société civile vont dans des forums ou bien dans des débats, eux, ils ne cherchent pas à savoir, ils ne devraient pas être en train de spéculer ou de prendre position contre, par exemple, le pouvoir en place, ou bien, non, ils devraient être plutôt en train de faire des propositions qui devraient participer à l'instauration ou à la consolidation de la démocratie. Voilà. Plus de démocratie. Donc, si il y a quelques années, les membres du régime actuel militaient pour qu'on enlève le représentant du président de la République dans la commission électorale, ce sont des éléments qu'il faut rappeler aujourd'hui au régime. Parce que le RDR, il y a quelques années, ne voulait pas du représentant du président dans la commission électorale.
Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui le RDR, le RAGP, selon qu'on veut l'appeler, aujourd'hui milite pour que les représentants de l'exécutif, donc le gouvernement et le président, soient toujours dans la commission électorale. Donc, voici des sujets que la société civile peut porter sur le terrain pour pouvoir en faire un débat. Voilà comment la société civile peut éveiller les consciences des gens. Pour dire, voici des gens qui étaient dans l'opposition, qui se disaient démocrates, et qui disaient que pour avoir de la démocratie, pour avoir des élections transparentes, il ne fallait pas avoir le représentant du président. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ne veulent plus de ça. Donc, il faut ramener ce débat, il faut ramener ces sujets, et c'est la société civile qui peut porter ce genre de sujet. Mais si ce sujet est reporté, par exemple, par le FPI, le RAGP dira, bon, écoutez, vous faites de l'opposition. OK? Donc, ça n'aura pas le même effet, mais la même ampleur que lorsque ce sujet est reporté sur le devant de la scène par les organisations de la société civile. Et voilà comment les organisations de la société civile peuvent contribuer à la consolidation, à la recherche de la paix et de la démocratie. C'est ça. Même s'il s'agit d'un sujet politique, mais leur préoccupation, elle reste d'ordre social. Ça veut dire déjà qu'on peut faire déjà ce lien là, entre la société civile et les élections à venir en 2020? Oui, on peut faire ce lien. Encore une fois, je voudrais dire que aujourd'hui, si nous parlons de réforme de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, c'est grâce à une organisation qui est l'APDH, qui est membre de la société civile. Donc, c'est une organisation qui s'est levée et qui a porté plainte. Donc, elle a fait, à la limite, le grand pas. Ce que les partis d'opposition n'ont même pas anticipé ou bien n'ont même pas envisagé comme stratégie. Et personne, certainement, même pas la PDH, ne s'attendait certainement à une telle décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà. Alors, donc, moi, je pense que nous avons une société civile qui est sur une bonne dynamique aujourd'hui. Et c'est à cette société civile de multiplier et de se démultiplier pour pouvoir, je vais dire, enlever d'une certaine manière les caractéristiques politiques que le gouvernement veut lui donner, tout en utilisant le sujet politique pour en faire un élément de débat. Vous restez positif sur votre propre propos? Je reste positif vu la dynamique actuelle, mais je ne sais pas comment le gouvernement ivoirien va réagir. Et les signes que nous voyons pour l'instant sont un peu inquiétants. Comme je l'ai dit, une société, une organisation telle que l'Alternative citoyenne ivoirienne qui a voulu organiser une conférence de presse dans un lieu privé a été empêchée. Donc ça, ce ne sont pas des signaux qui sont positifs, qui donnent de l'espoir. Et je constate aussi que cette organisation vient de reporter son sitting qui était prévu devant le siège de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Surtout que récemment, des amendements ont été apportés au code pénal ivoirien. Et ce code pénal, ces amendements sont très diversifiés et sont vraiment une véritable atteinte à la capacité de l'opposition à pouvoir faire des manifestations politiques. Donc, tout ce qui est organisation de marche, organisation de mouvement est aujourd'hui encadré par la loi, très resserré. Donc, vous avez un régime qui sort de l'opposition, qui, lorsqu'il était dans l'opposition, critiquait tous ces éléments, qui se retrouve aujourd'hui au pouvoir et qui condense, qui referme, qui rend les lois beaucoup plus restrictives à l'endroit de la société civile. Donc, je ne peux pas dire pour l'instant comment le pouvoir va réagir dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Par contre, les signaux que nous percevons semblent montrer que le régime n'est pas prêt à négocier avec une société civile qui ne va pas dans son sens. Ou bien une société civile qui essaie de challenger un peu, de défier un peu le gouvernement.
Alors, pour l'instant, ce que je vois, c'est que cette dynamique n'est pas totalement éteinte. Et donc, je pense qu'il y a des moyens, il y a de l'espoir, et je crois qu'ils sont en train de fusionner leurs forces. Donc, avec la coalition des indignés, je pense que des choses peuvent se faire. Donc, tout va dépendre de comment les choses vont s'organiser dans les jours à venir. Ok, docteur, je voudrais encore rappeler à tout le monde que nous sommes avec le docteur Alfred Babo, sociologue, et avec lui nous discutons de la société civile et comment renforcer la position de la société civile dans l'arène politique, bien sûr en Afrique, et surtout dans le cas de la Côte d'Ivoire. Alors, docteur, généralement, au niveau des différentes sociétés civiles, puisqu'il peut y avoir plusieurs sociétés civiles, qui peut prétendre être à la tête d'une société civile pour qu'elle soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus forte dans son expression, dans l'expression de ses activités? Est-ce qu'il faut forcément que ce soit un homme public? Il faut que ce soit un homme juridique, parce que tout à l'heure, vous citiez le cas du professeur Martin Bléou. Alors, qui peut prétendre être à la tête d'une société civile, pour la rendre beaucoup plus dynamique? Alors, il n'y a pas un profil type de personne qui soit capable d'être à la tête d'une organisation de la société civile. Je vous donne juste quelques exemples pour vous édifier sur cela. Ça peut être aussi bien des intellectuels qu'une personne ordinaire qui est une femme qui vend dans le marché, un homme qui vend son charbon dans le quartier. Tout dépend de l'engagement citoyen. Donc, vous avez des individus qui ont un certain leadership, qui décident de s'engager dans une cause. Et c'est ça, c'est le critère fondamental. On n'a même pas besoin d'être docteur ou professeur. J'ai donné l'exemple du professeur Martin Bléou, parce que c'est lui qui était président de la LIDO en ce moment. Mais pour être... on a vu des représentants syndicaux devenir des présidents de la République en Pologne, au Brésil. Donc, c'est des gens qui n'étaient pas forcément des intellectuels de haut niveau, mais c'est leur leadership, c'est leur capacité à mobiliser, c'est leur capacité à s'engager sur la cause pour laquelle ils se sont mobilisés. C'est ça qui fait... c'est ça qui détermine leur capacité à diriger une organisation de la société civile. C'est l'engagement. Moi, je pense que c'est le premier critère. Donc, pour vous donner les exemples. Par exemple, ceux qui étaient à la tête de la mobilisation citoyenne au Sénégal, c'était des chanteurs. Le mouvement Y en a marre, c'était des chanteurs, ce n'était pas des professeurs d'université ou des professeurs de collège. Non, c'était des chanteurs qui ont décidé de s'engager sur un sujet qui concernait la démocratie, la sauvegarde de la démocratie sénégalaise. Lorsque le président Abdoulaye Wade a essayé de tenter de toucher à la démocratie sénégalaise. Donc, on n'a pas besoin, ça peut être, comme je l'ai dit, quelqu'un dans un marché, quelqu'un dans un quartier qui se lance dans la mobilisation citoyenne et qui est capable de pouvoir soulever les gens. Pour donner l'exemple, un autre exemple, au Burkina Faso, le mouvement qui a fait partie le président Blaise Compaoré n'était pas dirigé forcément par des intellectuels. Certains intellectuels ont rejoint le mouvement plus tard, mais c'était des personnes ordinaires qui se sont retrouvées sur la place publique et qui ont lancé ce mouvement et qui l'ont maintenu. Voilà. Donc le leadership réside dans la capacité à résister, dans la capacité à conduire les gens, à rester attaché à la cause pour laquelle on s'est engagé. Voilà ce que je peux donner comme exemple, comme réponse à votre question. Alors, je voudrais aussi signaler que nous sommes en direct sur YouTube et sur Skype. Tous ceux qui voudraient, bien sûr, poser des questions au docteur
Alfred Babo pour nous envoyer leurs questions. Les questions seront directement posées au docteur. Le thème de l'émission de ce soir avec le docteur Alfred Babo, sociologue, anthropologue, c'est société civile, comment renforcer sa position dans l'arène politique en Afrique et plus particulièrement le cas de la Côte d'Ivoire. Alors, docteur, est-ce qu'on pourrait copier sur les autres pays, le Burkina, le Sénégal? Est-ce qu'il est tard aujourd'hui que cette société civile soit renforcée et ait une position plus forte quand il s'agit par exemple des élections à venir, puisque nous sommes à quelques mois des élections en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut prétendre une société civile assez forte aujourd'hui qui pourrait quand même bousculer les choses dans le sens d'une organisation de la démocratie quant aux élections à venir en Côte d'Ivoire? Alors, je pense qu'il faut faire la différence quand même. C'est vrai qu'on a tendance à prendre ce qui s'est passé au Sénégal et au Burkina Faso comme des éléments de référence. Mais en même temps, il faut pouvoir être suffisamment réaliste pour faire la nuance. Parce que dans le cas du Burkina Faso, par exemple, il y a eu beaucoup de spontanéité. Donc, c'était un mouvement qui n'était pas fort, qui n'a pas été structuré dès le départ pour organiser de longues dates. Par contre, au Sénégal, vous avez eu ce mouvement qui est parti crescendo, qui est monté doucement, doucement avec ces chanteurs qui ont lancé des chansons qui ont pris, qui ont conscientisé la population et qui ont fait que les populations se sont retrouvées à un moment donné de la paix. Alors, donc, vous avez ces deux cas de figure. Un mouvement spontané et dans l'autre cas, vous avez une structuration qui est partie de façon anodine avec des messages qui ont été véhiculés au sein de la population et qui ont pris et qui ont réussi à consolider une sorte de conscience de groupe. Et lorsque le moment a sonné et que la lettre a été sonnée, les gens se sont retrouvés spontanément, mais sur la base d'un message qui est passé pendant longtemps, à travers la musique, à travers les prises de parole, à travers les mouvements qu'ils ont fait dans les rues de Dakar. Alors, pour revenir à la situation ivoirienne, nous n'avons pas pour l'instant ce type de dynamique. À plusieurs reprises, on a pensé que des occasions se présentaient au cours desquelles la société civile ivoirienne pouvait s'engager dans l'approche dite spontanée, où le mouvement social vient de nulle part et les gens se retrouvent, et une fois qu'ils sont dans les rues, ils ne les quittent plus. Et c'est ce qui s'est passé effectivement au Soudan. Il a suffi d'une petite étincelle pour que les gens se retrouvent dans les rues et décident de ne plus quitter les rues jusqu'à ce que les réformes qu'ils demandent se réalisent. Ok? C'est là où on peut parler de l'approche qui concerne la force spontanée. Par contre, là où il faut se baser sur un travail minutieux, progressif, je vais dire, qui se fait de façon très disciplinée et au sein de la population. On passe pour éveiller les consciences à travers des petites réunions, des ateliers qui éveillent la conscience des gens sur leurs droits. Et ça, on n'a pas besoin d'attendre l'approche, par exemple, des élections pour le faire. Donc, ce sont des choses qui se font dès le départ pour que les gens connaissent et apprennent leurs droits, petit à petit. De sorte que lorsque ces droits-là sont violés par l'État ou par le gouvernement et que quelqu'un un leader lance un appel, ces personnes-là n'ont même pas besoin qu'on leur donne un autre mot d'ordre parce qu'ils sont dorénavant imprégnés de leurs droits. Donc, ils y vont pour pouvoir réclamer ces droits. Et dans la société civile ivoirienne actuelle, on est dans ni l'un ni l'autre. Comme je l'ai dit, il y a une association, il y a cette association de la camarade Madame Balé qui a commencé, qui avait fait pas mal de tournées
auprès des religieux, auprès des différentes communautés pour parler de la paix, pour parler de la réconciliation. Mais c'est resté un peu marginal parce qu'à un moment donné, on peut dire qu'elle s'est retrouvée un peu seule. Alors si c'était un mouvement d'ensemble, on peut dire que petit à petit, à cela, on associe aussi la connaissance de leurs droits. Et lorsque les élections approchent, par exemple, comme ça, comme dans ce qui arrive dans quelques années, si quelque chose se déroule et qu'on parle de la paix est menacée, vous n'allez pas attendre que quelqu'un lance un mot d'ordre. Vous comprenez? Et docteur, elle s'est retrouvée seule parce qu'elle n'avait pas de moyens, ce qui a freiné un peu son élan. Mais si elle aurait été achetée par le pouvoir en place? Non, je ne pense pas que ce soit une question d'être acheté par... Ce que je dis, je le dis vraiment à partir de très loin, à partir d'ici, et c'est par rapport à ce que j'ai observé. Ce que j'ai observé, c'est que cette initiative s'est lancée dans des meetings, dans des réunions, dans des rencontres avec la souche, les populations de souche, pour leur parler de la coexistence, la vie en groupe. C'est quoi la vie en commun? C'est quoi le vivre ensemble, par exemple, du régime qui est là, qui a fait campagne sur le vivre ensemble, mais qui ne l'applique pas certainement. Alors, lorsque ce mouvement, cette organisation de la société civile s'est lancée dans cette approche, moi j'ai trouvé que c'était une bonne approche, surtout que c'était depuis 2016-2017, je crois, qu'elle s'est engagée dans cette approche. Donc, je me disais que c'était une façon d'éveiller les consciences des gens sur le fait que les politiques font la politique, mais il nous appartient à nous, citoyens, de préserver la paix sociale, parce que nous sommes les premières victimes. OK? Mais quand je dis qu'elle s'est retrouvée seule à un moment donné, c'est qu'elle n'a pas été accompagnée par un ensemble de ce que je peux appeler l'ensemble de la société civile. Par exemple, vous avez en Côte d'Ivoire une grande organisation qui est la Convention. Il y avait, je crois, une Convention nationale de la société civile. Je n'ai pas vu cette Convention nationale, par exemple, de la société civile côté d'elle. Je n'ai pas vu les organisations non gouvernementales des droits de l'homme, par exemple, aux côtés d'elle. OK? En train d'amplifier ce message. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, elle s'est retrouvée un peu seule. Et quand c'est comme ça, vers la fin, on peut prendre ça pour des coups de communication, mais ça ne porte pas vers la fin. Donc, voilà la difficulté. Alors, évidemment, ça ne peut pas alimenter la deuxième approche dont j'ai parlé, qui consiste à s'attendre à une mobilisation spontanée. Donc, on a des mobilisations spontanées qui sont purement d'ordre politique. Mais lorsque quelqu'un lance un mot d'ordre de pouvoir préserver la paix ou bien des choses comme ça, je ne pense pas que ça va sortir vraiment les choses. Voilà. Docteur, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier. Ça fait un bout que nous parlions de cet événement, de cette émission, pardon. Et avec c'était pour nous éclairer notre lanterne sur la société civile, quelle est la participation active et effective de la société civile dans son renforcement de la position, l'arène politique. Je voudrais, au nom de la direction, vous remercier et je pense que prendre l'engagement avec vous. Parce que nous savons que 2020, c'est juste à côté, beaucoup de choses pourraient se passer et il faut conscientiser, bien sûr, pour que nous arrivions à conscientiser notre audience, nos auditeurs, sur le rôle véritable de la société civile quant à sa participation pour une démocratie effective. Alors, docteur, votre dernier mot? Alors, merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est que la société civile a son rôle à jouer dans la consolidation de la paix sociale et dans la consolidation de la démocratie. Et parfois, sa difficulté se retrouve sur comment et quels moyens il faut engager et sur quel terrain il faut effectivement jouer pour pouvoir apporter sa contribution sans être forcément considéré comme un adversaire politique. Je crois que la grande difficulté, c'est cela, de la société civile africaine en général.
Dans les pays développés, évidemment, une société civile est une société civile, mais pour pas mal de pays africains, la société civile, lorsque elle challenge ou bien elle tend à questionner le gouvernement ou bien le pouvoir en place, est tout de suite considérée comme une force de l'opposition. Et c'est là la grande difficulté de l'expression de la société civile dans nos pays africains, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, il appartient aujourd'hui à la société civile ivoirienne de toucher à ces sujets qui sont de nature politique, mais en trouvant des moyens et des modes de communication, des modes d'opérationnalisation qui puissent permettre aux Ivoiriens de parler de la paix, de parler d'élections transparentes, de parler d'élections qui ne tuent personne, okay, sans que cette société civile ne soit considérée comme une force de l'opposition. Évidemment, ça c'est une gageure, c'est pas facile, et je suis confiant avec la dynamique qui se met en place que la société civile ivoirienne est capable de trouver les ressorts qui vont lui permettre de porter le débat sur le sujet, sur le terrain purement de la société civile, pour pouvoir participer à la consolidation de la démocratie ivoirienne. Je vous remercie. Voilà, merci docteur. Je pense que nous allons retenir vos propos de faire comme étant le sujet de la prochaine édition. Sur quel terrain devait naviguer la société civile pour être encore beaucoup plus forte, beaucoup plus dynamique. Au nom de la direction, je vous remercie. Bonsoir docteur et nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois. Bonsoir. Merci, bonsoir.